Donc, merci beaucoup d'associer la pédiatrie à cette journée. J'ai une tâche facile parce que beaucoup de choses ont déjà été dites. Vous avez tous compris que l'ostéopétrose est une entité hétérogène qui tourne autour d'un mécanisme clé qui est donc la résorption osseuse dans la lacune osseuse avec un dysfonctionnement ou une absence d'ostéoclaste. Sur les, on va dire, trois grandes formes d'ostéopétrose, la forme qui nous intéresse en hémato-immuno-annécaire, c'est la forme ostéopétrose maligne infantile, la forme plus sévère qui est souvent létale dans la première année de vie en absence de traitement. Mais il y a d'autres formes que je mentionne, mais ils ont déjà été abordés aussi. Les déficits en anhydrase carbonique de type 2 autosomique récessive, où il y a d'autres anomalies, notamment une acidose rénale tubulaire, un retard mental, et la forme vraiment prédominante en termes de fréquence autosomique dominante, Albert Schoenberg, dont vous avez entendu parler également. Pourquoi ça avance plus? Voilà. Et je ajoute juste quelques formes qui n'ont pas encore, en dehors de Kindlin 3, mentionnées, parce qu'il y a certaines formes syndromiques où on a aussi des problèmes au niveau du système immunitaire. Par moment, par exemple, quand on a des mutations dans IKB, KG, sur le chromosome X, on peut avoir une ostéopétrose associée, la pycnodysostose, catepsine K, et aussi cette forme où on a d'autres problèmes en dehors de l'ostéopétrose, à savoir des problèmes infectieux à cause d'un déficit d'adhésion de leucocytes et aussi une thrombopathie. Mais donc, du coup, la forme qui nous intéresse davantage, cette forme assez rare, mais pas si rare que ça, parce que sur la France, ça fait quand même 3-4 enfants par an. Avec une incidence plus importante dans des régions, soit où il y a une forte consanguinité, mais aussi parfois où il y a des mutations un peu fondateurs qui se promènent dans la population. Et comme je l'avais dit, donc, il y a une létalité importante en absence de traitement. Et cette hétérogénéité génétique dont Corinne vient de vous parler un peu. Donc, les défauts, on va dire, physiopathologiques est le même, mais il y a plusieurs gènes, ça vous l'avez entendu, qui peuvent être en cause. Et effectivement, quand on fait une biopsie ostéomédulaire chez des enfants atteints d'ostéopétrose, vous voyez une cavité médulaire vraiment réduite, où il y aurait presque plus de cellules hématopoïétiques dedans. Vous avez des rares ostéoclastes en amas. Vous avez donc, pour cela, j'ai perdu le reste, excusez-moi, je n'ai pas mentionné ça, et effectivement un tissu fibreux dans les cavités, avec aussi un élargissement de la structure osseuse. Et donc, les signes radiologiques, là, vous avez tous eu des radiographies tout à l'heure déjà, avec une densité osseuse, avec une fragilité de l'os qui n'amène pas seulement aux déformations, mais surtout aux fractures pathologiques, avec un élargissement des métaphyses, des stries transversales, qui ont parfois, effectivement, dans le passé, donné ce nom de la maladie de l'os marbré à l'ostéopétrose. Il y a une macrocéphalie, c'est pas constant, c'est pas tous les enfants qui vont se présenter comme ça, et la taille est souvent plus petite que la norme. Il y a d'autres anomalies avec une micrognathie et ça amène à des problèmes de respiration et d'alimentation, d'autant plus que tous les voies aériennes supérieures sont rétrécies par les masses osseuses trop importantes. Et certains enfants où effectivement, quand on a un peu l'œil, on voit il y a des bosses frontales assez marquées et des problèmes de dentition, mais souvent, bien évidemment, les enfants avec ostéopétrose maligne infantile vont se manifester bien avant qu'il y a des dents qui sont sorties. Vous avez quelques photos de radiographie, je n'insiste pas parce que vous avez déjà tout vu. Par contre, sur les signes hématologiques, j'aimerais bien vraiment insister que c'est souvent les premiers signes d'un enfant. Comme l'a dit déjà Corinne, et comme vous l'avez vu sur ces biopsies ostéomédulaires où il y a presque plus de place pour faire l'hématopoïèse correctement. Donc ça va être des enfants avec anémie, thrombopénie,
dans une moindre mesure une leucopénie qui peut amener à des infections, mais c'est souvent l'anémie et la thrombopénie qui parlent en premier. Et il peut y avoir une énorme spléno et en partie hépatomégalie à cause d'une persistance d'une hématopoïèse extramédullaire. Ça, plus le fait qu'il y a des formes très jeunes à cause de cette hématopoïèse extramédullaire qui circule dans le sang, ça a beaucoup piégé dans le passé le diagnostic, de poser le diagnostic d'une leucémie myéloïde juvénile à cause de la splénomégalie, des thrombopénies, anémies et ces formes entre guillemets blastiques qui circulent. Et dans le frottis, on peut avoir des dacryocytes, donc des cellules de forme assez typiques pour penser à l'ostéopétrose. Et un autre point dont vous avez déjà entendu que ça peut donner une hypocalcémie néonatale et parfois... effectivement, nous, on est toujours un peu en bout de la chaîne. On reçoit l'enfant quand il a déjà fait toute une odyssée à travers plusieurs centres. Et effectivement, c'est des signes qui sont souvent pas vus. Et c'est un peu dommage, comme vous allez voir par la suite. Donc, on avait fait une étude rétrospective européenne et vous voyez ici en âge, en mois, l'apparition de l'anémie. Et vous voyez qu'effectivement, très tôt, entre 3 et 6 mois, entre 50% des ostéopétroses, ici différenciées entre la forme prédominante TCIRG1 et canal-chlore. Et à l'époque, il n'y avait pas encore tous les autres gènes, en tout cas dans l'étude rétrospective, bien différenciés. Mais vous voyez qu'il n'y a pas trop de différence. C'est des formes qui, effectivement, sont très tôt très parlants sur le plan hématologique. Ça, c'est la thrombopénie. C'est un peu le même tableau. Et malgré tout, on a souvent des enfants qui arrivent. Donc, effectivement, ça, c'est une jeune fille qui est née un peu hypotrophe, mais pas trop, qui a des pétéchies à la naissance, une hypocalcémie. Et donc, elle va être substituée avec gluconate de calcium, vitamine D. Bon, personne pense à l'ostéopétrose. À 1 mois de vie, elle va avoir déjà eu besoin de 2 transfusions en plaquettes, une transfusion en globules rouges, ce qui est quand même pas banal, mais encore, personne s'inquiète. Des difficultés alimentaires qui vont arriver, donc elle est alimentée par une sonde nasogastrique, elle décompense sur le plan respiratoire, elle part en réanimation. Il y a sans doute des radiographies de thorax qui sont faites, mais si on s'intéresse aux poumons, on s'intéresse aux poumons et pas vraiment à la cage thoracique, c'est un peu dommage. Et effectivement, elle continue à avoir une obstruction haute. Effectivement, là, j'ai pas mis, mais il y a une autre patiente qui a fait quand même 7 passages aux urgences pour bronchiolite, soi-disant, où je suis sûre qu'il y avait un nombre important de radiographies où personne ne regarde le thorax. Et donc là, finalement, à 2 mois, un enfant quand même qui a déjà été très malade et enfin remarqué la densité osseuse augmentée au niveau du radiothorax. Et il y a un squelette entier qui va être fait et qui, bien évidemment, est très pathologique. Et à l'âge de 2 mois et demi, le diagnostic clinique au moins d'ostéopétrose est enfin porté pour un enfant qui, à vrai dire, aurait pu être diagnostiqué à la naissance. C'est qui est un peu dommage parce que là, à 3 mois, elle va avoir un scanner cérébral à l'âge de 3 mois qui confirme l'importante densification. On a bien vu que c'est le crâne, la base du crâne qui parle le plus, avec un rétrécissement malheureusement déjà important des canaux optiques. Elle va avoir une greffe de moelle osseuse, donc elle arrive chez nous. Nous, on ne traîne pas, donc effectivement, on la greffe le temps que ça prend pour faire le bilan, pour être sûr qu'il n'y a pas de contre-indication à la greffe, j'en parle dans un instant, et pour préparer à la greffe, faire la chimiothérapie. À 4 mois, elle est greffée. Là, ça fait 7 ans, elle va bien. Je la vois régulièrement en consultation. C'est une jeune fille remarquable, mais elle est aveugle. Et ça, effectivement, c'est une course contre la montre, parce qu'une fois que le nerf optique il est endommagé, l'enfant va en payer le prix pour le reste de sa vie. Après, c'est pas sûr qu'on aurait pu vraiment faire mieux, parce que bon, on peut pas greffer un enfant à la naissance, il faut quand même une certaine préparation et faire la chimio, donc on va quand même perdre, on va dire 1 mois à peu près pour pouvoir aller à la greffe, mais c'est clair que plus ça traîne, moins on a la chance de préserver la vision, et c'est quand même la qualité de vie et pas seulement la survie qui nous emporte beaucoup dans cette maladie. Donc, les signes neurologiques, c'est essentiellement par une compression vraiment mécanique quand les nerfs traversent le crâne,
avec avant tout le nerf optique oculomoteur qui est impacté, pas trop le nerf facial, et heureusement, il y a vraiment très rarement une atteinte auditive, parce qu'être aveugle, c'est une chose, mais être aveugle et sourde, ça, je crois, on aurait une réticence à aller vers une greffe pour des enfants comme ça. Donc l'atteinte visuelle, elle est malheureusement très fréquente dans ces formes-là, mais on peut l'éviter dans certains cas. Donc c'est aussi ça qui nous donne aujourd'hui, comme l'a dit Corinne, l'idée c'est une urgence thérapeutique et d'abord une urgence diagnostique pour aller vers la thérapie dès qu'on peut. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des formes neurologiques sévères. Il y a un gène heureusement très rarement retrouvé dans la cohorte des ostéopétroses qui s'appelle OSTM1. Et ça donne une atteinte neurodégénérative qui ne se corrige pas avec la greffe. Puisque OSTM1 a une fonction au niveau du cerveau, du système nerveux central. Et effectivement, si on voit un enfant avec cette forme génétique, on ne va pas le greffer parce que ça malheureusement aide pas du tout. Et ça, c'est pour nous aussi une certaine urgence diagnostic. Et on est très content qu'il y a maintenant le panel et ça va super vite avec Corinne. Donc, on est très aidés de ce côté-là parce que c'est une dégénération qu'on ne voit pas d'emblée. Un enfant de 3-4 semaines qui arrive, ou même la petite dont j'ai parlé, qui a 2 mois, qui arrive pour une première évaluation neurologique, bon, elle a l'ostéopétrose. Déjà, elle est super gênée pour respirer. Elle s'alimente mal. Elle a peut-être une anémie qui la fatigue. Elle a une masse osseuse au niveau du crâne qui empêche qu'elle puisse vraiment tenir sa tête comme on lui demande de la tenir. Donc, il va avoir une certaine hypotonie axiale. Maintenant, de savoir est-ce que c'est, entre guillemets, un enfant ostéopétrose standard qui est comme effectivement pas à 100% comparé à un enfant normal, ou est-ce que c'est un enfant où il y a des premiers signes de neurodégénération? C'est compliqué à vraiment avoir le cœur net, donc on est très content d'avoir la génétique. Et là, vous voyez effectivement sur le registre européen que l'atteinte visuelle, elle est super rapide aussi. 50% à 3 mois de vie ont déjà un début de problèmes visuels, et c'est là où il faut aller vite, puisqu'en plus, une fois qu'on a greffé, la reconstitution, bien évidemment, des ostéoclastes n'est pas immédiate. Il faut un certain temps, donc la vision peut encore se détériorer pendant la greffe et dans la phase post-greffe. Donc ça, c'est un autre cas, juste, là je prêche les convaincus, mais quand même, un petit garçon qui va naître à 5 mois, on lui trouve une craniosténose. Je suis sûre qu'il a eu d'imagerie à ce moment-là. On trouve une suture prématurée des coronales et il va être opéré de ça. Il va développer une HTIC post-opératoire. Il va avoir une dérivation ventriculo-péritonale. Je ne veux pas savoir combien d'imagerie il a eu. Je n'ai pas cherché à le savoir parce que nous, on le voit comme vous allez le voir bien plus tard. À 5 ans, on lui trouve une malformation d'Arnold Chiari avec une... donc il va être opéré. À ce moment-là, ils essayent quand même de faire quelque chose parce qu'ils commencent à bien avoir des problèmes des voies visuelles. Donc ils vont faire une chirurgie de décompression. Ah, excusez-moi, ça c'est une mauvaise animation. Donc à 8 ans, on lui trouve une HTAC, toujours une HTAC malgré la dérivation avec les céphalées. Il va avoir des corticoïdes diamox, il a des imageries à nouveau, avec une IRM qui montre qu'il y a une compression importante. Et en parallèle, vers 3-4 ans, donc ça c'est un peu avant, mais il y a cette atteinte ophtalmologique qui débute avec une déficience visuelle profonde qui va s'installer avec une acuité visuelle vraiment assez... excusez-moi, là il y a un chiffre qui ment, 1 sur 10 à gauche, et une atrophie bilatérale du nerf optique. Il est par ailleurs suivi en orthopédie pour génovarome et pied plat. J'imagine qu'il a eu des radiographies que je n'ai pas vues et j'imagine que le diagnostic aurait pu être fait depuis très très longtemps. Nous, on le voit, excusez-moi, bref, on le voit à... on le voit à 8 ans et demi parce qu'il commence à avoir des signes hématologiques et c'est le centre d'hématologie qui va poser le diagnostic d'ostéopétrose, PATH-CIRG1, la forme la plus fréquente. Il va être greffé donc à presque 9 ans de vie. Il va bien.
mais il a quand même, heureusement, une vision résiduelle, mais il a quand même une perte de vision qu'on aurait pu très probablement éviter. Donc, historiquement, quand on n'avait pas la génétique, les formes riches ou pauvres en ostéoclaste, c'était un outil pour nous diriger un peu. Nous, on fait vraiment plus de biopsie ostéomédulaire parce que c'est très invasif pour très peu d'informations. Et donc, du coup, pourquoi moi je vous en parle? Parce que la cellule souche hématopoïétique, elle va se différencier pour donner suite à l'ostéoclaste activé. Bien sûr, dans la vraie vie, c'est toujours plus compliqué que ça. Il y a plein de facteurs qui interviennent. Vous avez entendu des formes génétiques différentes où l'OSTM1 avec l'atteinte neurologique et une contre-indication formelle à la greffe, mais où aussi la forme de RANK ligand est une contre-indication à la greffe, puisque RANK ligand est un facteur qui est produit par les cellules stromales. Donc, changer le système hématopoïétique ne changera pas, l'enfant restera malade. Donc, du coup, c'est également une contre-indication à la greffe. Il y a les autres gènes canal chlore, RANK, SNX10 qui vient de dernière trouvaille, entre guillemets, génétique, qui peut donner des formes un peu plus tardives. On a greffé un enfant de 15 ans qui n'allait plus à l'école. Pendant longtemps, elle était un peu mise sur le versant psychologique. Elle avait mal, elle était en chaise roulante. Et c'est finalement un généticien qui a posé le diagnostic sur une sur une imagerie à cause des douleurs chroniques. Et c'était un vrai soulagement pour cette famille de sortir un peu de ce tableau elle a mal mais on ne comprend pas pourquoi et mettre un nom sur la maladie. On l'a greffé, ça s'est bien passé. La greffe contre-indiquée donc OSTM1, et là où ça se complique, c'est le canal chlore. Certaines mutations peuvent faire cette même neurodégénération comme OSTM1, c'est qui s'explique par le fait que les deux molécules agissent ensemble et à la lacune de résorption osseuse, mais également dans le système nerveux central, et ça donne une certaine atteinte neurodégénérative. Et c'est très compliqué parce qu'on n'a pas de corrélation génotype-phénotype très claire. RANK ligand, on en a parlé que c'est une contre-indication. Je m'excuse pour la qualité de cette image, mais c'est juste pour vous dire que dans la cohorte européenne, on avait au moins 10 patients, parce que c'est pas super actuel, et nous on a eu un patient par la suite, que c'est des enfants qui ont clairement fait cette forme neurodégénérative avec un décès. Certains enfants malgré une greffe réussie avant tout signe neurologique. Et c'est très compliqué parce qu'on n'arrive pas à lire, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a certaines mutations qui sont répertoriées pour donner ce problème neurodégénératif, d'autres qui sont répertoriées pour donner uniquement une forme ostéopétrose standard, on va dire. Mais si on a un variant qui n'est pas connu, on est un peu inquiet. Et c'est là où on doit vraiment être très attentif à faire une évaluation neuropédiatrique très approfondie, parce que pour ces formes neurodégénératives liées à canal chlore, il y a d'abord les formes typiques, anémie, thrombocytopénie, problème de prendre du poids, puis arrive vers 4-5 mois l'hypotonie musculaire. Les léger pathologiques, c'est bien plus tard, et après ça se complète malheureusement par des convulsions et des anomalies à l'IRM cérébrale horribles, et il n'y a rien à faire. Donc ça c'est vraiment encore un sujet où on est un peu inquiet d'avoir tous les éléments de réponse à apporter quand on nous demande est-ce qu'il faut oui ou non greffer cet enfant. Et donc, du coup, la greffe, elle reconstitue les problèmes osseux avec la cavité médulaire qui se reconstitue, les travées osseuses qui vont être plus fins, avec des ostéoclastes qui se remettent comme il faut. Et bien évidemment, ça va, donc ici on les voit en agrandissement, comme ce joli collier de perles, comme on veut le voir. Et ça va bien évidemment aussi faire régresser cette ostéocondensation. La prise en charge, donc, c'est cliniquement, bien évidemment, déjà, la première chose, c'est d'y penser.
C'est aussi les enfants parfois qui arrivent aux urgences, suspicion de maltraitance parce qu'ils sont couverts de bleu, parce qu'ils ont une fracture, ils vont se faire... il y a des familles où on les a menacés à retirer l'enfant avant que quelqu'un a vraiment vu que c'était un problème, on va dire, génétique et pas de maltraitance. Donc la correction de l'hypocalcémie, parfois dès l'âge néonatal, un support nutritionnel parce que l'alimentation souvent ça se passe très mal, les transfusions quand il faut, et bien évidemment se diriger vers un centre de greffe parce que c'est ça qui est vraiment le traitement qui va en partie guérir cette maladie. Nous, on avait fait 40 greffes pour 35 patients et c'était vraiment très, très horrible. Hein. Jusqu'à 2007, on avait une survie de 42%. On avait fait ce travail avec une étude rétrospective regroupant 152 patients de 28 centres et on a changé nos pratiques. Ça, c'est des guidelines qui sont accessibles via Internet. Et là, maintenant, j'ai mis 20 patients parce qu'ils sont à distance assez longue de la greffe, mais on a 2 nouveaux qui sont en train de se faire greffer. Et on a une survie de 95%, on a perdu un seul enfant. Et ça, c'est grâce à un équilibre entre la toxicité du conditionnement qui doit être assez quand même performant pour pouvoir faire de la place pour cette... parce que l'ORG, c'était un grand souci dans les premiers enfants greffés, dans la première série, l'ORG ou la toxicité. Donc de trouver le bon équilibre entre faire juste assez pour que la greffe puisse s'installer et pas trop pour que l'enfant puisse quand même survivre, c'était pas si facile, mais là on a trouvé comment faire, on est content. Et ça nous permet aussi d'être beaucoup plus proactifs parce que dans les années avant 2007, je me souviens, jeune chef de clinique, on était là, mais est-ce qu'il faut vraiment le greffer? Il est déjà à moitié aveugle, machin. Là, au jour d'aujourd'hui, on est proactif. Hein. On a envie d'aller au plus vite, on a envie de préserver le reste de la vision qui est possiblement préservable. Et donc, du coup, ça nous permet de proposer cette thérapeutique largement. Et ça nous permet aussi peut-être d'aller vers des nouvelles indications de greffe. Et ça, c'est une patiente qui nous a été adressée ici par les généticiens Valérie Cormier et son équipe. Et donc, c'est une fille de 3 ans avec une atrophie optique bilatérale, une dysmorphie faciale, avec des particularités morphologiques, front bonbon, hypertellurisme, arête nasale courte, macroglossie, et un crâne qui a pris énormément. Vous voyez ici son scanner avec cette condensation impressionnante et c'est une dysplasie crânio-métaphysaire, donc une maladie extrêmement rare, avec des patients qui vont vraiment être très handicapés dans la vie parce qu'en dehors de la perte de la vision, ils vont être sourds. Vous voyez ici, et en plus morphologiquement quand même c'est très lourd à porter aussi. Vous voyez ici une patiente de la littérature et de protéines, c'est la protéine ANC et c'est des maladies autosomiques dominantes et pour notre patiente effectivement une délétion à la position 375 a été de nouveau détectée et c'est comme un peu très, très proche de ce modèle souris où vous voyez qu'il y a une délétion à la position 375 alors que 77 et la nôtre, la patiente avait la délétion à 375 et les souris étaient partiellement améliorées par la greffe. Et avec des résultats de greffe comme on les a maintenant, on peut se risquer, entre guillemets, à proposer un traitement innovateur pour une forme qui n'est pas encore bien étudiée. Donc la petite a été greffée, elle a survécu la greffe. On a l'impression qu'elle remodèle déjà son crâne et on va suivre comment ça va continuer. Avec ça, je veux finir. Donc c'est bien sûr toujours un travail d'équipe et je me suis rendu compte que j'ai oublié les collègues de radiologie. C'est bien évidemment pas très bien de ma part. Donc c'est l'équipe d'immuno, les généticiens, les ophtalmos, les neuropédiatres, mais surtout aussi Corinne qui vraiment nous aide beaucoup. Avant, on envoyait les échantillons en Italie parfois. Bon bref, et il y a le coordinateur en Allemagne de ce registre européen. Et sans ça, on n'aurait pas pu améliorer nos résultats. Je vous remercie de votre attention.